Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Ton nom de famille, où es-tu? Je ne le sais même pas. C'est Van den Bosch, c'est du nord de la Belgique, donc c'est un nom flamand. D'accord, merci. Parce que j'ai toujours vu VDB, mais en fait, voilà, je t'associe à Nicolas. Et puis c'est plus court. Oui. Donc, c'est Sandrine, notre héroïne du jour, avec laquelle on va partager sur ce passage entre du salariat à l'entrepreneuriat. Et j'ai connu Sandrine sur scène, en fait. La première fois que je t'ai vue, c'est sur scène. T'animais un week-end entier avec Nicolas dans une grande salle à Bruxelles. Et c'était pour moi le tout début de l'entrepreneuriat. Puis je me disais, ah, j'aimerais bien faire ça une fois. Et j'aimais aussi vous voir co-animer ensemble avec ton conjoint. Voilà, un peu comment j'ai découvert Sandrine. Et aujourd'hui, nous sommes au Portugal, dans un mastermind. Plaisir de partager, il y a déjà eu plusieurs autres fois, mais en tout cas, de manière un peu plus privée, je dirais, plus intime. Voilà. Bienvenue. Mais merci de m'inviter dans cette interview. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de toi? Comment tu veux te présenter pour expliquer qui tu es à ma communauté? Avant, je commençais par dire j'ai fait une formation de psychologie, j'ai fait l'université, puis ci et ça. En fait, maintenant, j'aime bien dire que je suis une femme de presque 40 ans. Je suis une maman aussi, c'est très important pour moi. J'ai deux garçons de presque 10 ans et 12 ans. Et c'est une partie de mon identité qui est très importante pour moi. Et puis, je suis la femme de Nicolas. On se connaît depuis qu'on a 15 ans, donc ça aussi, c'est très important dans mon identité. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement le côté professionnel. Donc, je suis psychologue, je suis coach, entrepreneur. Et depuis presque 7 ans, on accompagne avec mon mari les personnes qui souhaitent se lancer, en tout cas, voilà, pouvoir développer une activité entrepreneuriale, apporter de la valeur, créer une offre, pouvoir vivre de cette activité, mais surtout faire du bien au monde. On veut vraiment aider les entrepreneurs de cœur à se lancer. Ok, super, vraiment quelque chose de l'ordre de la contribution, que chacun puisse offrir sa contribution au monde. Exactement. Dans l'idée que notre monde avance vers quelque chose de meilleur. Sandrine, moi ce qui m'avait beaucoup touchée dans votre parcours et que j'aimerais partager dans cette interview, c'est la manière dont vous avez passé du salariat à l'entrepreneuriat. Et j'avais envie de revenir là-dessus. Peut-être déjà, si tu devais dire en quelques mots ta vie d'avant, ça serait quoi? Les mots qui sont associés à ta vie d'avant quand tu étais salariée. Déjà, je pense que j'étais une madame parfaite. J'ai coché les cases, j'ai fait des belles études universitaires. Et puis, j'ai commencé à travailler dans un hôpital universitaire en tant que psychologue. J'ai commencé un doctorat, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de la clinique. Donc voilà, j'ai tout bien fait les choses. Voilà, comme quelque part on l'attendait de moi. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que dans le cadre dans lequel j'évoluais, et ça c'est ma responsabilité de l'avoir choisi, je le reconnais aujourd'hui, même si ça n'a pas toujours été facile, dans le cadre que j'ai choisi, j'étais plus capable d'évoluer. Et donc à un moment donné, j'ai senti que les ailes que je voulais ouvrir, on me les refermait, où il y avait certaines personnes qui me laissaient pas les ouvrir. En fait, c'est parce que j'étais pas à la bonne place pour les ouvrir. Donc je suis passée par la case burn-out. Je mets des guillemets parce que je pense que j'ai eu la chance de le constater très vite et de très vite aller vers quelqu'un de professionnel qui m'a aidé. Donc ça a duré 2 mois où j'ai été très très mal. Je suis rentrée dans une phase mutique. Alors pour une psychologue c'est un peu compliqué de se retirer du monde. Mais bon voilà, j'étais toujours en interaction avec mes proches, mais c'était très compliqué de sentir que j'étais plus alignée dans ma vie professionnelle. Et puis à ce moment-là, il a fallu prendre des décisions, c'est ça qui est compliqué, et de voir vers quoi j'allais aller, qu'est-ce qui allait me rendre heureuse, épanouie, où je pouvais continuer à apporter de la valeur à l'être humain qui était en face de moi. Donc voilà, je pense que j'ai appris aussi à être moins parfaite, à moins chercher à rentrer dans les cases et dans le moule de ce qu'on voulait pour moi. Et de m'écouter en fait, de voir qu'est-ce qui moi me faisait plaisir, qu'est-ce qui me faisait du bien, et aussi d'écouter en face
dans la personne qui est en face ce qu'elle peut me renvoyer. Parce que ça aussi, ça a été un travail d'apprendre à recevoir les feedbacks, qu'ils soient positifs, négatifs, ou en tout cas constructifs, et d'avancer grâce à ça. J'aime bien que tu parles de feedback parce qu'on n'en parle pas souvent. Et c'est vrai que c'est quand même important dans le cheminement, hein, sur notre route, je dirais. Comment dire ça? Tu dis qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Alors moi, je rencontre des gens, même le positif, ils ne peuvent pas l'accueillir. Enfin, il y a de tout. Hein. Il y a ceux qui arrivent à accueillir le positif et pas le négatif. Il y a l'inverse. Et puis, il y a ceux qui arrivent, comme toi, tu dis, d'accueillir les deux. Comment sont venus ces feedbacks? Tu es allé les chercher? C'est venu tout seul? Comment tu peux nous expliquer un petit peu là autour? Je trouve que c'est un point qui est intéressant. Disons que les feedbacks, ils viennent parfois quand on ne s'y attend pas, et parfois c'est très difficile de les recevoir parce qu'on les reçoit en pleine figure. Et on peut aussi aller les chercher, on peut aussi aller les demander. Et donc c'est vrai que ça a fait partie de ma formation de coach, ma formation de thérapeute, d'entrepreneur. C'est d'aller demander à mon client, à la personne que je veux aider, si ce que je lui apporte est satisfaisant ou comment je peux m'améliorer. Donc c'est vrai qu'au début c'est très compliqué de recevoir du feedback et on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que je prends, est-ce que ça m'appartient, est-ce que je laisse ça sur le bord de la route? Et en fait, moi je me dis toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Donc quelque part j'ai la responsabilité d'avoir provoqué quelque chose, oui. Et après je reçois. Alors si c'est positif, j'apprends à recevoir, donc ça c'est aussi un gros travail pour l'être humain, c'est de dire quelque chose qui est positif, un commentaire positif, je peux l'accepter, je peux le prendre, je peux prendre ce cadeau, je suis pas obligée de m'excuser d'être là, un peu comme quand on dit « Oh, c'est joli ta robe, ah non mais tu sais, c'était juste une petite solde ». En général, on a vraiment du mal à accueillir ça. C'est vrai. Et quand en plus, on parle de l'être qui est à l'intérieur et qu'on dit « C'est extraordinaire ce que tu m'as apporté, ça m'a apporté un déclic », on a presque envie de dire « Ah non, non, mais c'est pas moi, j'ai rien fait ». Alors que si, on a chacun de responsabilité d'apporter de la valeur, d'être dans l'aide à la transformation de l'autre. Et c'est important de l'assumer, de ne pas porter toute la responsabilité, mais de l'assumer. Et donc voilà, il y a les deux aspects. Accepter le positif pour pouvoir aussi savoir si on est juste par rapport à soi, par rapport à l'autre. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'aller vivre des expériences correctives émotionnelles. Alors décris ce que sont des expériences correctives émotionnelles. Et donc j'invite souvent aussi mes clients à se mettre dans l'action, forcément, hein, quand on veut vivre une transformation, on est obligé de se mettre dans l'action. Et chaque petite action nous amène à un moment donné une expérience. Et elle va être corrective, soit pour valider ce qu'on pense être le bon chemin, soit pour justement invalider le chemin et dire bah non, tu te trompes, c'est pas par là que tu dois aller. Donc c'est correctif quelque part, et ça va toujours nous amener des émotions, soit des émotions qui vont être de la joie, du plaisir, de la satisfaction, soit peut-être de la peur, de la tristesse, de la colère. Donc on va vivre une expérience corrective émotionnelle à chaque fois qu'on se met dans l'action. Et c'est là qu'on doit être le plus ouvert possible pour pouvoir accepter de vivre les choses en se disant, ben, après ça, je vais mettre les choses sur la table et je vais voir qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Oui. En fait, pour moi, c'est un peu le feedback de notre vécu. Hein. Tout d'un coup, je peux parler de ce qui se passe maintenant pour moi. Hein. J'ai avancé dans mon travail d'entrepreneur et tout d'un coup, je suis arrivée comme au bout de quelque chose parce que ce que je faisais m'a renvoyé des feedbacks qui n'étaient pas là où j'avais envie d'aller, pas forcément le drame, hein, mais tout d'un coup je me dis attends là, tu es en train de retomber dans ce que tu faisais avant, c'est-à-dire me retrouver dans quelque chose où je travaille, puis je dis non, je ne suis pas venue entrepreneur pour ça, donc comment réajuster pour retrouver cet espace qu'on appelle parfois liberté, qui attire beaucoup les gens dans l'entrepreneuriat en fait. Ouais. Et tout à l'heure j'avais une question qui m'a échappé, je vais voir si elle revient. Oui, tu as dit que tu as eu un début de burn-out, je vais l'appeler peut-être comme ça. Hein. À ce moment-là, tout de suite, tu t'es dit, je pars comme entrepreneur, ou il y a eu un autre événement, d'autres circonstances qui, à un moment, ont vraiment déclenché cette action dont tu parles, hein, d'aller tester, je ne sais plus les mots que tu as utilisés, mais d'aller tester par l'action. Ben en fait, je pense que le burn-out, je me le suis créé parce que j'étais déjà dans l'action de trop d'action. Donc, je travaillais dans un hôpital hein, à mi-temps
Et j'avais déjà ouvert une consultation en tant qu'indépendante. Donc j'étais en train de me créer finalement cette activité complémentaire au début. Donc je m'étais mis beaucoup de choses. Je faisais de la recherche, je faisais de la clinique. J'avais une clinique comme indépendante. J'avais 2 petits loups à ce moment-là. Et puis voilà, ça a fait à un moment donné beaucoup de choses. Mais ça m'a permis de créer la transition et de sentir là où je me sentais bien. Parce que là où je ne me sentais plus bien à l'hôpital, eh bien, j'arrivais à continuer à fonctionner dans ma clinique. Alors, je me suis quand même arrêtée, évidemment, parce qu'en tant que thérapeute, on ne peut pas aider des personnes quand on n'est pas bien. Mais je me rendais compte que ça, c'était OK pour moi. Cet espace-là, cet endroit-là était OK, mais plus l'autre. Et donc, c'est aussi en s'écoutant, en allant dans le ressenti des émotions, qu'on peut savoir quel est le bon chemin à prendre. Mais donc, la transition vraiment du salariat à l'entrepreneuriat, ça s'est fait vraiment progressivement. J'ai ouvert une petite consultation. Mon mari, lui, il était salarié dans une boîte pharma. Et donc, la première transformation qu'il a faite, c'est de devenir indépendant, consultant, aussi dans une boîte pharma. Donc, on est tous les deux restés dans les mêmes domaines, mais en changeant de statut. Oui, mais toujours un peu, comment dire ça? C'est comme si vous aviez les 2 mains sur la barrière, vous aviez lâché d'une main, mais il y avait quand même encore une main pour aller vers autre chose, avant de lâcher la 2e main pour aller carrément dans autre chose. C'est ça. Et comment s'est passé le lâche, je vais utiliser un mot qui n'est pas français certainement, mais le lâchage de la 2e main? Ben, ça a été très inconfortable, évidemment. Hein. Et en même temps, ben, on a mis des filets de sécurité. Hein. Avant de lâcher la 2e main, on a quand même installé des filets de sécurité. Et puis, pendant le temps où on était tous les deux indépendants ou faux indépendants, on a mis en place énormément de choses pour notre activité future d'entrepreneur. On a créé une communauté, on a fait beaucoup de communication, on s'est beaucoup formé. Et à un moment donné, la vie a fait que l'employé, enfin comment est-ce qu'on dit ça, la personne qui travaille avec Nicolas en tant que consultant, c'était plus son employeur, c'était son client en fait, a dit bah, écoute, on peut plus te garder dans la structure parce que on ne garde plus les personnes qui sont en externe. Et là, on s'est dit ok, ben maintenant il va falloir que nous on se débrouille et qu'on se lance vraiment en tant qu'entrepreneur, qu'on aille chercher plus de clients, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc quelque part, il y avait aussi le besoin de manger quoi, de nourrir la famille. Ça a mis un coup de boost. Parce que j'entends souvent ça quand même, les gens qui viennent à moi, la plupart du temps c'est des salariés, et alors, il y en a qui continuent d'être salariés, même avec leur métier de cœur, et d'autres partent dans l'entrepreneuriat. Mais le plus grand frein qui vient, enfin, chaque fois c'est, mais financièrement je peux pas me le permettre quoi. Donc comment vous avez géré cette crainte financière, je vais l'appeler comme ça? S'il y en a eu, hein, peut-être qu'il n'y en a pas eu. Mais... Oui, il y a une crainte financière. Alors on a mesuré un peu quels étaient les risques. Et puis moi je me suis vraiment conditionnée au fait que déjà qu'on ne va pas se retrouver dans la rue. Ça c'était important pour moi de me dire au pire, on retourne vivre chez nos parents, voilà, on ne sera pas tout seul. Si on doit peut-être se débarrasser de certaines choses pendant un certain temps, qu'on doit faire des compromis, moi j'étais prête à le faire, de vivre avec moins aussi pour pouvoir vraiment lancer ce qui nous tenait à cœur. Et après, ça s'est pas passé parce qu'en fait, on a mesuré les choses, on a bien travaillé, on s'est entouré aussi, on a créé des partenariats, on a fait une belle communication auprès de notre communauté. Et la magie a opéré et on a pu aller chercher des clients qui ont fait qu'on a pu continuer à vivre sans vendre notre appartement et sans se retrouver dans la rue. Mais effectivement, ça passe aussi par le fait de se dire, est-ce que je suis prête à lâcher peut-être cette cage dorée qu'on a quand on est salarié? Peut-être lâcher la voiture, lâcher les titres repas, enfin tous ces avantages qu'on peut avoir. Se dire, est-ce que je suis prête peut-être à vivre plus simplement, à vivre avec moins, à faire, voilà. Ça a été aussi un travail plus psychologique, en se disant, peut-être ça n'a qu'un temps, et après ça va repartir. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, que ce soit dans mes accompagnements ou quand je suis avec Christian dans les accompagnements de la relation à l'argent. C'est cette peur de finir sous les ponts. Et quelque part, on a une organisation de société où, je dis pas que c'est pas possible, mais le risque de finir sous un pont, il est vraiment extrêmement mince. Mais c'est comme si il y avait une peur inconsciente, collective,
si j'ai plus mon salaire, ça peut être du jour au lendemain une catastrophe. Ce qui n'est pas le cas en fait, hein, parce que généralement il y a des formations, il y a de quoi même de revenir, il y a des gens qui font des allers-retours, il y a des aides, enfin voilà. Mais exactement, ben là on est passé de la case salarié à entrepreneur, on n'a jamais touché un sou du chômage en Belgique. Donc on s'est dit au pire on ira s'inscrire au chômage en tant que demandeur d'emploi. Et puis au pire, on retrouvera un emploi. On était dans la confiance qu'on pourrait repostuler ailleurs s'il fallait, parce qu'il faut donner à manger aux enfants et payer la maison. Bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on a aussi beaucoup nourri la confiance que ça allait marcher. C'est important aussi d'attirer le succès. Un peu de bruit, il y a une tondeuse ou je ne sais quoi qui passe, mais... Voilà. On accueille. On accueille, on accueille. Mais donc c'est ça, c'est important de ne pas être que focalisé sur la peur, de pouvoir prévoir les risques, effectivement, parce qu'il peut y en avoir, mais de rester très focalisé sur la réussite, sur la confiance, sur l'abondance, sur la joie et le plaisir de ce qu'on est en train de faire. Oui. Et je t'ai demandé tes mots de la vie d'avant et puis de ta vie de maintenant. Ça serait quoi les mots associés, les expressions, enfin, de ta vie de maintenant en tant qu'entrepreneur? Je dirais beaucoup de sérénité, d'alignement et puis d'abondance, de relations. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous a de plus en plus nourris, comme tout le groupe qui s'est retrouvé ici au Portugal cette semaine, de pouvoir rencontrer vraiment des gens qui sont dans cet élan de contribution, qui sont dans cette énergie du changement, qui ont envie de mettre des choses en place pour que ça change. Et là, voilà, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, de générosité, et moi ça me nourrit évidemment. Ouais. Le réseau, hein, quand même, c'est quelque chose qui est important quand on part. Tu l'as déjà dit une fois au début d'interview, d'avoir un réseau justement qu'on se crée petit à petit. Et peut-être ma question en lien avec le réseau, c'est dans votre entourage, je dis votre puisque vous êtes partis un peu en même temps avec Nicolas, est-ce que vous aviez du soutien? Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas toujours évident quand on a un environnement entre guillemets hostile, hein, qui est plutôt dans les peurs, qui vient toujours ramener, mais tu te rends compte ce que tu as déjà, tu vas quand même pas quitter ça. Comment était votre environnement pour vous? Disons que il n'était pas hyper soutenant et il n'était pas non plus en train de nous barrer la route. Mais par contre, notre entourage ne comprenait pas ce qu'on faisait. C'était très compliqué pour eux d'envisager, effectivement, comme tu dis, vous avez tout, quoi. Vous avez tout, vous avez un bon job, vous avez un toit, vous avez les sous qu'il faut pour profiter de la vie, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, il y avait une incompréhension, et en plus, on est parti voilà, dans un métier qui est de l'accompagnement sur le web. Il y a 7 ans, c'était encore très nébuleux tout ça. Commencer à faire des conférences, remplir des salles pour nos parents, c'était aussi difficile à imaginer. Donc voilà, c'était mitigé. Et puis on s'est protégé aussi de certaines personnes qui plaquaient sur nous leurs propres peurs. On a appris aussi à comprendre que c'était pas à nous tout ça. Et puis petit à petit, en assistant à différents séminaires, nos proches ont participé et il y en a qui ont commencé à comprendre et à adhérer à nos messages. Donc ça c'est chouette. Et là-dessus c'est important de pouvoir se détacher du besoin de reconnaissance des autres. Ouais. Du besoin de reconnaissance et d'amour, voilà, surtout de nos proches, de nos parents. Parce que tant qu'on l'attend, en général c'est compliqué, il vient pas. Mais par contre une fois qu'on lâche ça, alors il y a quelque chose qui peut s'installer de l'ordre de la reconnaissance ou de l'inspiration, je dirais. Ouais, parce que, enfin moi j'appelle ça, quand on est en attente, on est dans l'énergie du manque. Donc on vibre, on n'a pas des vibrations hautes, on a des vibrations basses. Ouais. Et c'est sûr que c'est pas attirant en fait, hein, pour plein d'autres choses aussi, mais en tout cas dans cette reconnaissance. Donc c'était plutôt un soutien mutuel avec Nicolas que vraiment la famille, quoi. Mais disons que voilà, il n'y connaissait rien et il comprenait pas. Ouais. Et puis voilà, on a en fait quasi tout le monde, à part mon oncle dans la famille, sont des salariés ou des professions libérales, mais donc ce sont des salariés ou des faux indépendants. Ouais. Donc ça leur faisait peur qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et en même temps ils l'exprimaient pas trop.
Donc, ils nous ont aussi protégés Ouais. de leur peur. Et ceux qui l'exprimaient vraiment, ben on y a fait attention. Et du coup, on a été chercher, ben comme on restait tout à l'heure, je disais, focalisé sur le succès et la réussite, ben on a été chercher des personnes et un réseau qui était aussi orienté, Oui. focalisé sur la réussite, sur le partage, sur l'entraide. Du coup, ça fait beaucoup. Ça fait monter l'énergie, comme tu dis, et ça permet de se projeter dans quelque chose de positif. Ouais, c'est très, très inspirant en tout cas. J'espère que tout le monde prendra parce que je trouve ça important de cet entourage. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé une famille en fait, Ouais. de gens qui vibrent la même chose que moi quelque part. Hein, Maintenant, et ça, c'est très précieux. C'est important quand même d'être conscient qu'on laisse des gens sur le bord du chemin dans nos proches. Alors parfois c'est des gens très proches, parfois c'est des connaissances, mais il y a des gens qui n'adhèrent pas à notre changement, soit parce que ça leur parle pas, soit parce que c'est confrontant pour eux. Ça fait miroir de dire ah lui il bouge, elle bouge et moi pas. Donc c'est difficile. Et là c'est parfois la solitude de l'entrepreneur de se dire bah j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu une relation, le fait que moi j'ai décidé d'aller par là et qu'elle aille de l'autre côté, c'est dur. Et en même temps, voilà, ben, il y a les belles rencontres comme nous, comme toutes les personnes qu'on rencontre dans notre métier. Donc voilà, ça vient aussi remettre du baume au cœur. Mais chacun doit vivre son chemin à son rythme, c'est ça qui est important. Ouais. Et de se respecter soi-même en fait. Hein. Parce que quand on est là pour faire plaisir à l'autre, il y a un moment donné où on peut pas s'arrêter pour l'autre et on peut pas vouloir le tirer non plus. Non, non. Sandrine, j'avais aussi envie de parler de votre grand projet que vous avez eu en famille, que finalement la manière dont vous avez construit votre entreprise vous a permis, je ne vais pas le dire moi, je vais te laisser dire, de faire un projet en famille qui a duré une année. Et moi, je vous ai connu avant. Et puis après, ben, pendant, hein, j'ai regardé des vidéos et tout. Et puis maintenant, ben, il y a eu le retour. Donc, je te laisse dire ce que vous avez fait comme grand projet en famille. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on a senti qu'on pouvait créer notre entreprise, on a eu à un moment donné ce rêve qui est apparu de voyager en famille pendant 1 an. Et donc là, la première étape, ça a été de dire, ok, quand est-ce qu'on part? Donc, on s'est mis une date qui était liée en fait à la scolarité de notre plus jeune fils. On s'est dit, à partir du moment où il saura écrire, lire et compter, hein, vers 6 ans, on pourra partir, il aura ses bases. Et puis après, nous, on pourra assurer la scolarité à distance. Et du coup, on a tout mis en place dans l'entreprise pour pouvoir se libérer physiquement. Parce que les gens nous disaient, ah, vous prenez une année sabbatique. Mais non, c'était pas une année sabbatique. On continue à travailler puisqu'on a développé une entreprise sur le web, comme toi, comme Christian. Ouais. Ça nous a permis de se déconnecter de tout ce qui était physique. Et donc, ça a été d'abord professionnel, les clients physiques, mon cabinet de consultation. Et puis après, ça a été la maison, le chien qu'on a dû confier, etc. Et ça a été un travail magnifique de se libérer en fait. On s'est libéré de beaucoup de choses au niveau matériel. Ça a beaucoup bougé au niveau des relations, justement parce qu'on a été très proches de nos familles. Enfin, on l'est toujours, mais on se voyait beaucoup. Et là, le fait de s'éloigner comme ça pendant si longtemps, c'était aussi pas évident. Mais voilà, ça a permis de nous pouvoir tester cette liberté totale de partir, d'avoir juste ce qu'il fallait dans notre sac à dos avec nos petits bouts, continuer l'école à la maison et de tester ce que ça faisait de continuer à travailler de n'importe où, de chercher là où il y avait les bonnes connexions, là où il y avait les bonnes énergies. Et donc finalement, en gros, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on a été confronté aussi à des stress. Hein, moi, je dis toujours, c'est pas toujours confortable de réaliser son rêve. Parce que on rêve, et puis une fois qu'on le réalise, on se rend compte que derrière, il y a encore du challenge. Ben oui, c'est sûr, c'est la vie, quoi. Avec ses contractions, ses expansions, et c'est pas parce que tu es en train de mettre en place quelque chose qui te fait vibrer vraiment, qu'il va pas y avoir de temps en temps des couacs, ou un carrefour, tu n'as peut-être pas pris toute la bonne direction pour X raisons, donc il faut revenir. Et j'imagine, mais moi j'ai jamais fait de grands voyages comme ça, mais j'imagine quand même qu'on ne rentre pas comme on est parti. Non, on ne rentre pas comme on est parti. Donc quels ont été les apprentissages? Alors il y a certainement des apprentissages perso, mais aussi au niveau de l'entreprise, qui a été profitable pour
pour votre entreprise ou personnellement à votre retour? Beaucoup de choses. Mais donc, on a voyagé dans 5 pays en fait pendant un an. On a été 3 mois à Bali, en Australie, on a été 2 mois en Inde, on a été au Bhoutan aussi, à côté du Népal, et on a été en Thaïlande. Et chaque fois, on a vécu des expériences différentes. Tout a été improvisé en fait. On cherchait les endroits où on avait envie de se poser. Et puis, on trouvait le moyen de rester le plus longtemps possible pour vraiment pouvoir s'imprégner dans la culture. Chaque fois, c'était beaucoup de changements. Et je pense que c'est ça que ça nous a appris le plus, c'est de prendre des décisions rapidement. Parce que quand on voyage, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui passent, hein, comme on dit, le train qui passe, à un moment donné, il faut décider de monter dedans. Et donc, ça apprend à pas trop réfléchir à oui, mais s'il y a ça, voilà, il y a une activité qui est possible, il y a un avion à prendre, on décide on le prend ou pas. Et forcément, en prenant la décision, on renonce à certaines choses. Quand on quitte Bali, on renonce peut-être à une cérémonie, un festival de danse, etc., auquel on n'a pas pu assister. Mais par contre, on sait qu'à la prochaine destination, d'autres expériences nous attendent. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment important. Alors que les prises de décision, parfois, peuvent prendre des jours, des semaines, ici, on n'a pas trop le choix. Juste par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que finalement, il y a comme un apprentissage de décider en faisant plus confiance à son intuition plutôt qu'à son mental où on est dans les pour, les contre, etc. On a fait les deux, parce que mon mari, il est ingénieur. Hein. Donc, on créait des tableaux Excel et on faisait de temps en temps, pas pour tout, de temps en temps, on faisait, tu sais, tous les arguments pour une décision, enfin, des points de pondération, enfin voilà, c'était très... Et puis à côté de ça, effectivement, on s'est beaucoup basé sur notre intuition, sur notre souhait de qu'est-ce qu'on a envie de vivre. À un moment donné, on s'est dit on va aller à Auroville parce qu'on se sentait appelé par ça. Et surtout, on a été guidé par nos rencontres. Et ça, c'était une intention que j'avais, c'est de pas trop décider à l'avance, mais que toutes les personnes, les voyageurs, allaient nous guider. Et effectivement, voilà, les personnes nous disaient, tiens, prends plutôt ce train-là pour aller voir Amma en Inde. Et puis, il y a 5 personnes qui nous ont parlé de l'île de Koh Phangan en Thaïlande. Nous, on s'est dit, où est-ce qu'on va aller en Thaïlande? C'est grand. On s'est dit, bon, voilà, il y a 5 personnes qui nous en parlent. C'est là qu'on va. Donc, c'est aussi s'ouvrir, aller vers l'inconnu. L'inconnu en général, mais aussi l'homme inconnu. Toutes les personnes que tu vas rencontrer qui sont des guides, en fait. Et donc ça aussi, ça a été un bel apprentissage, c'est d'oser aller vers des gens qu'on connaissait pas, leur parler, apprendre d'eux, écouter, beaucoup écouter. Et puis finalement, ça nous a aussi guidés dans nos prises de décision. Et je crois que dans une entreprise, c'est la même chose. Toutes les personnes qu'on va rencontrer nous guident aussi vers le chemin. Alors on sent si ça fit ou pas, quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter? Quelque chose qui dit, ça a vraiment été un moment... Une anecdote, il y a eu un moment assez significatif, en tout cas pour Nicolas, parce que donc, quand on est parti à Bali, pour lui ça a été très difficile, parce qu'il avait une angoisse du manque au niveau financier surtout, qui était très importante, et puis on a fait ce travail de se libérer, de se désencombrer. Donc on est parti là-bas, c'était difficile pour lui. Et donc on arrive à Bali, paysage merveilleux, enfin voilà, c'est l'abondance totale de nature, de gentillesse des gens, etc. Et donc lui il était pas bien, il était quand même, enfin voilà, psychologiquement. Et on arrive sur une très belle plage et il y a des grosses vagues, des gros rouleaux là à Bali, un drapeau rouge. Un drapeau rouge devant la plage qui indique qu'on ne va pas nager, c'est dangereux. Mais Nicolas, lui, il décide quand même d'aller nager. Et donc, je lui dis, fais quand même attention, il part nager. Et puis, le courage de l'entrepreneur, mais peut-être pas à bon escient. C'est ça, mais bon, voilà. Il aime bien aussi tester les limites. Hein. Et donc, moi, je reste avec les enfants sur la plage. Et il part et il vit une expérience assez forte qui est, à un moment donné, d'être emporté par les vagues. Je la fais courte, hein. Et au moment où il décide de revenir sur la plage parce qu'il sent que ça devient dangereux, il y a quelqu'un derrière lui qui l'appelle et qui lui dit « Help, help !» parce qu'il était en train de se noyer, donc il n'arrivait pas à revenir à la plage. Et là,
Là, l'instinct de Nicolas, ça a été de retourner en arrière pour le sauver. Mais de nouveau, c'était une prise de décision très rapide. Est-ce que je le sauve? Est-ce que je prends le risque de le laisser mourir ou est-ce que je me sauve moi-même? Et donc, il décide de l'aider. Ils reviennent tant bien que mal. Heureusement, il y a un surfeur qui arrive, un beau surfeur australien, qui les aide avec une planche. Et en revenant, il me dit, c'est incroyable. En fait, j'ai sauvé un mec et quand on est arrivé sur la plage, je me suis rendu compte, ce mec, c'était mon sosie. Il avait le même âge que moi, il a la même tête que moi. Je dis, bah en fait, t'as sauvé une partie de toi. Et il me dit, ah oui, c'est vrai. Parce que lui-même, il y avait une partie de lui qui était en train de sombrer, en train de se noyer avec cette peur du manque. Et le fait qu'il ait décidé d'aller le rechercher et qu'il a réussi à le ramener sur la plage, il y a quelque chose déjà qui a commencé à guérir en lui. Alors je lui ai dit, vas-y, file faire une vidéo là-dessus. Et donc c'est devenu un contenu aussi pour nous, un enseignement, un partage. Et donc voilà, toute expérience qu'on a vécue a été voilà, des déclics, des enseignements, l'occasion de le noter. Et puis Nicolas, il en a fait un livre aussi, hein, il va sortir son livre tout bientôt. Donc voilà, j'en reparlerai du livre. Voilà. J'en reparlerai. Mais donc c'est voilà, chaque expérience qu'on s'autorise à vivre, hein, parce que c'est ça, il faut aussi sortir de sa zone pour vivre des expériences qui nous transforment, qui sont correctives. C'est très puissant. Oui, effectivement. C'est par l'expérience, hein, c'est toujours, enfin moi c'est ce que je dis à mes clients aussi, c'est quel va être le premier petit pas, mais d'en faire un, quoi, parce que tant qu'on est figé dans la peur, ben il n'y a rien qui change, quoi, c'est sûr, hein, c'est clair. Si tu veux traverser le pont, mais que tu fais pas un pas sur le pont, tu vas rester sur cette rive-là. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai, en fait, on voit toujours trop loin, alors comme tu dis, il faut commencer par les petits pas. On augmente sa zone de confort petit à petit, on l'élargit, on n'est pas en train de sauter directement dans la zone de panique. C'est important. Ouais, j'avais beaucoup aimé, lors de votre voyage, vous aviez mis une photo où on vous voyait monter un long escalier. Et puis, je sais plus, vous aviez mis un commentaire, pour arriver en haut de l'escalier, on commence par grimper sur la première marche, puis après la deuxième. Et c'était une magnifique photo, on te voyait toi de dos. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette photo. Et j'avais trouvé que c'était très parlant, en fait. Sandrine, on arrive à peu près au bout de cette interview. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui sont actuellement salariées, qui ont l'impression, comme toi, qu'on est en train un peu de leur couper les ailes, ce que j'ai beaucoup entendu dans le salariat, souvent la contribution elle est là et on n'arrive pas à la développer telle qu'on voudrait. Ça serait quoi le conseil qui te semble le plus essentiel à suivre pour ces personnes-là? Tu veux parler des personnes qui ont un projet, qui ont une idée? Qui sont salariées, elles n'ont pas forcément encore d'idée, mais elles se disent, elles sont pas heureuses là où elles sont, et elles se disent, peut-être que de développer mon propre business, ça serait bien, mais parfois il n'y a même pas encore l'idée qui est là, tu vois. Alors je pense que je donnerais deux idées. La première, c'est de faire ce travail, d'aller à la rencontre de personnes avec qui on est bien, avec qui on est en confiance, d'aller leur demander qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu perçois de moi. Donc déjà, on se met dans un état d'ouverture d'esprit. On demande à la personne de faire ça avec bienveillance, parce qu'on n'a pas envie de se ramasser des tomates. On fait ça avec des personnes avec qui on est bien et on va lui demander, est-ce que tu serais d'accord de me dire comment tu me perçois, ce que tu perçois peut-être de positif ou peut-être des choses qui parfois te dérangent chez moi, parce qu'on a une sous-estimation de qui on est vraiment en fait. On surestime nos défauts et on sous-estime toute la valeur qu'on apporte. Et c'est vraiment en demandant aux autres ou en se demandant qui j'attire, pourquoi est-ce que j'attire ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles viennent me demander, qu'on apprend un peu mieux à se connaître. Donc c'est important d'utiliser l'autre pour apprendre à mieux se connaître, mais de le faire évidemment avec cette demande de cadre bienveillante. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai fait à plusieurs reprises, ce travail-là. Et on peut aller dans différentes sphères, les amis, les collègues, enfin voilà, la famille, qui vous voulez. Donc ça, c'est vraiment un travail de connaissance de soi. Et pour des personnes qui ont déjà une idée, qui ont déjà un projet, qui ont envie de tester quelque chose, nous on aime bien parler de projet pilote, de prototypage. Et donc l'idée peut-être est de voir comment dans votre entourage vous pouvez réunir 1, 2, 3, 5, 10 personnes
et y aller en toute authenticité, d'expliquer que vous avez un nouveau projet. Alors aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir imaginer se rencontrer soit sur Internet, hein, il y a des logiciels qui sont faciles à utiliser. Avec ce corona, tout le monde connaît les logiciels d'échange. Je tiens le téléphone parce que d'un coup, il y a du vent. Ouais. Ou dans un lieu intérieur, extérieur, louer une salle. Faites ce qui semble le plus juste pour vous, de rassembler des gens et de déjà pouvoir commencer simplement à brainstormer sur les idées. Demander, voilà, un peu comme certaines entreprises font ça avec des consommateurs. Ils rassemblent des consommateurs pour voir quels sont les produits qu'ils auraient envie, les couleurs, etc. Mais nous, on peut faire ça aussi à notre échelle, vraiment créer un prototype d'un projet qu'on voudrait mettre en place. Pour déjà avoir différents sons de cloche, comme on dit, différents avis. Et du coup, avec ça, vous pouvez aussi arriver chez Anne Chantal ou chez d'autres personnes et de voir, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai récolté des avis sur mon idée de projet, j'ai récolté des perceptions de qui je suis, de comment on me perçoit. Et avec tout ça, ça donne déjà beaucoup de matériel pour avancer. Alors c'est bien après d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui parfois soit te soutient, soit te donne des petits coups de pied au derrière. Parce que quand on se met en mode changement, notre cerveau il bloque, hein, il n'aime pas trop la nouveauté. Donc voilà, c'est important de se faire accompagner là-dessus et toi tu fais ça très bien, donc je pense que c'est chouette de ramener des personnes qui ont peut-être déjà travaillé un peu sur tout ça. Donc je vais rebondir parce que sachez que Nicolas et Sandrine font aussi ça très bien en ligne en Belgique. Donc voilà, oui. Donc ça serait trouver ce qui te fait vibrer en fait, créer un prototype en allant poser des questions. Et après, quand même, un soutien par un coach, une formation, enfin quelque chose pour t'aider à avancer, à concrétiser en fait. Et nous, on fait ça au sein de nos formations. C'est vrai que quand les gens démarrent, ils savent pas trop par où commencer. Mais on commence dans un petit cercle avec des personnes avec qui on est bien. On va pas se mettre tout de suite en danger à aller voir le grand public et faire « Wow, j'ai une idée de projet !» C'est dangereux en fait. Enfin, en tout cas, on se sent en danger. On a peur de la critique, alors qu'on a tous des connaissances, une meilleure amie, un cousin, un collègue qui peut déjà entendre ça, qui est capable de l'entendre et de nous donner un feedback constructif. Donc pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? On n'a rien à perdre en fait. Non, effectivement. C'est une très bonne idée, je trouve. Alors ça demande du courage, c'est sûr, ça demande d'oser et en même temps, le risque est minime. Eh ben, merci beaucoup pour ce conseil. C'est... Le prototype, je le présente pas de cette manière-là, mais tu me donnes des idées en fait. Ah ouais, mais c'est sûr, dans les entreprises, ils créent des prototypes avant de créer une vraie machine, par exemple. Nous, on peut créer un prototype de notre projet, ou un projet pilote, comme on appelle ça. Sandrine, alors je vais le mettre dessous la vidéo où on peut te retrouver. Mais peut-être est-ce que tu veux juste en dire quelques mots où les gens peuvent vous retrouver si ils ont envie de travailler avec toi et Nicolas. Et donc nous, vous pouvez nous retrouver sur le site j'entreprends-ma-vie.com, j'entreprends avec un S, ma vie. Et du coup, là, vous allez pouvoir trouver toute l'information sur nous, nos différents programmes, nos accompagnements. Et puis, il y a évidemment Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Voilà, il y aura tous les liens si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Ok. En tout cas, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir et je pense qu'il y a beaucoup de pépites pour les gens qui ont envie de changement dans leur vie. Et à tout bientôt. Merci Sandrine. Merci et bon courage à vous. Au revoir tout le monde. Bye. Bye bye.